bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'être nombreux et nombreux. Effectivement, j'ai l'objet d'animer ce premier temps avec vous, puisque l'idée de cette restitution, cette expérience, Frédéric a bien posé le problème. C'est un certain nombre de questions sur cette méthode collaborative et l'idée du travail autour de la maquette numérique. Et on n'a pas d'ambition aujourd'hui de vous apporter tous et toutes des réponses toutes faites, mais d'échanger autour d'expériences qui sont menées sur le territoire avec différents acteurs, puisqu'on va regrouper maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit privée publique, que nous aurons également la représentation des architectes, nous aurons aussi des bureaux d'études qui viendront et qui accompagnent les porteurs de projets, entreprises également qui tentent et qui s'approprient la démarche collaborative autour du BIM, et ici un certain nombre de réponses autour de cette démarche collaborative en lien avec effectivement l'empreinte environnementale et la maîtrise des énergies, des gains énergétiques potentiels ou la maîtrise sur les bâtiments. Pour ce faire, on a prévu 3 temps. Un premier temps de restitution qui aura valeur d'exemple, qui sera présenté par Clément Prost sur l'agglomération de Chaumont, qui est un projet effectivement multi-activité qui est en cours et qui est conduit actuellement sur cette partie BIM. Un deuxième temps avec Maxime Picard qui viendra faire une restitution de 2 projets avec les bailleurs Plurial Nolia et puis le foyer Rémois dans le cadre d'un programme qui s'appelle Ville à venir, qui permet avec Envirobat et différents partenaires de pouvoir suivre 2 opérations de logement qui sont en cours sur le secteur de Reims, et après d'inviter tout le monde à avoir un échange et un regard croisé sur cette démarche. Alors bien entendu, vous avez l'habitude de participer à ce genre de rencontre, la parole est complètement libre, je ferai le messager tout au long de cette première partie d'après-midi, mais on veut privilégier effectivement le regard croisé, les échanges et une participation active autour de cette démarche du numérique qui est plus vulgairement appelée le BIM, mais plutôt d'une démarche collaborative. Voilà, je vais passer la parole à Clément qui va vous proposer une première partie d'intervention sur la restitution du projet de l'agglomération de Chaumont. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, donc Clément Prost, apprenti ingénieur donc, à l'agglomération de Chaumont. Et donc, je suis en charge du chantier Palestra, donc, qui est un centre aquatique avec une salle de sport qui sera transformée en salle de spectacle pour les événements. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, le projet pour un peu pour mettre en situation. Après, je vais vous parler donc, du BIM, pourquoi on l'a mis en place, et puis donc, toutes les étapes de collaboration qu'on a eues en études et en synthèse. Palestra, actuellement, on a fini les phases d'études. On est en phase de synthèse avec déjà le groupe Vincent Grotef qui a réalisé déjà pas mal d'ouvrages. Donc pour la présentation de Palestra, sur la ville de Chaumont, il y a eu une grande réflexion sur 3 points. Il y avait 3 piscines qui étaient vétustes sur la commune, qui engendraient pas mal de coûts en fonctionnement et en entretien. Donc il y avait question de les remettre en état ou même de faire un nouveau équipement. Avec aussi à côté une salle de volley, avec l'équipe de volley de Chaumont qui est au niveau européen et qui du coup n'a plus une salle là. Donc ils sont obligés de jouer à Reims qui est à 2 heures de Chaumont. Et on a aussi à disposition une salle de spectacle de 230 places qui est rapidement pleine lors des représentations. Donc on voulait augmenter un peu ce côté-là culturel. Donc la question de la mutualisation d'un seul bâtiment s'est posée à ce moment-là. C'est pourquoi pas réduire l'enveloppe financière au niveau de travaux et de fonctionnement en créant donc, ce bâtiment-là avec le centre aquatique, jumelé donc, de la salle de sport et de spectacle. Donc on a réussi à avoir une étude pour avoir les locaux qu'on devait mettre en commun. Donc, par exemple les accès, le stationnement, tout ce qui est accueil, locaux techniques, les infirmeries, les
locaux administratifs. Et en regroupant donc, les 3 autres postes, on a vu que c'était vraiment la salle de sport et de spectacle qu'on arrivait à faire dans une scène et même enceinte, avec un parquet démontable pour la partie gymnase. Donc je vais parler un peu des caractéristiques. Pour le bassin, donc, on a donc, le bassin de 25 mètres, un bassin d'activité, un bassin ludique et puis d'apprentissage, avec donc, les tribunes de 200 places. Au niveau supérieur, on a tout un espace balnéo-détente avec 2 saunas, un hammam, 2 jacuzzi et donc les différentes douches qui sont d'actualité dans ces locaux-là. On a donc après toute la partie extérieure avec un pataglisse, le bassin extérieur et puis les différents solariums. Pour la partie sport, donc on a essayé d'avoir une salle qui soit généraliste avec différents sports comme le handball, le basket, le volley. Donc on a des aires qui sont assez grandes avec beaucoup d'hauteur sous plafond et donc avec tous les équipements qu'il faut, donc les vestiaires, les gradins, donc avec une jauge de 2000 places et puis donc les VIP, les loges, les VIP et tout ce qui tourne autour. Donc cette salle-là va être transformée en salle de spectacle, comme on voit sur la représentation, pour avoir une scène avec 3200 places. Donc on aura une bonne capacité pour faire des spectacles de plus grande envergure. Ce chantier-là a eu aussi toute une notion environnementale autour. C'est des bâtiments qui sont quand même énergivores, comme les centres aquatiques, les choses comme ça. Donc on a réussi à réunir pas mal de solutions techniques dans le but de récupérer par exemple la chaleur de l'air vicié pour le récupérer, pour le réchauffer l'air neuf qu'on transmet dans les locaux, donc avec le déshumidificateur thermodynamique, les VMC. Donc là on a 9 CTA donc, sur ce projet-là. Et puis donc avec l'électricité où on a l'utilisation des LED entièrement, donc c'est un coût important d'investissement mais qu'on va récupérer lors du fonctionnement, avec donc 130 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour être en autoconsommation. Et puis donc les différents systèmes pour le centre aquatique comme la couverture thermique pour le bassin extérieur et puis la filtration avec les bits verts, qui est un système écologique pour la filtration et la déchlorination. Donc maintenant on va parler concrètement du BIM. Donc, pourquoi on a voulu le mettre en place déjà. Donc on a su dès le début que ça allait être un projet qui allait être compliqué, avec des bâtiments donc, comme les centres aquatiques qui sont complexes à l'étude avec les fluides, les traitements de l'air et tout ça. Donc on a voulu prendre cette complexité dès l'étude et avoir un projet qui tienne la route après sans avoir trop d'assurance. On a aussi vu donc, un peu sur toutes les revues que ça améliorait la communication entre les différentes entreprises. C'est un projet qui a été mis sur 2 ans de travaux, donc on voulait que l'étude soit calée dès le début pour éviter de perdre du temps là-dessus. En plus, on a voulu améliorer la livraison du bâtiment avec les DOE sous forme faire le DOE avec le BIM. Donc on va récupérer un fichier BIM pour pouvoir faire la maintenance par la suite du bâtiment. Donc on a eu donc toute une phase de préparation. On devait poser le cadre de la méthode BIM. Le BIM s'adapte à tous les projets. Il faut juste bien définir le cadre dès le début. Donc pour ça, il faut qu'on détermine les différents niveaux de détail qu'on veut selon les objets, les éléments. Et on doit aussi aller avoir une vision dans la maintenance pour pouvoir savoir comment on va utiliser cette maquette. Qu'elle ne soit pas faite pour rien et qu'elle soit vraiment optimisée à nos besoins. Après, donc, on a choisi les entreprises concernées. Donc, pour nous, ça a été le gros œuvre, la charpente métallique et le gros lot fluide
qui s'occupe donc des centrales de traitement d'air, d'eau, la plomberie, le chauffage. Après, donc, nous, en tant que collectivité, il fallait qu'on ait la possibilité de visionner cette maquette sans forcément engendrer des coûts. Donc, on avait mis une condition, c'était que la maquette puisse être visible sur des visionnaires gratuits. Donc, le maître d'œuvre nous a fourni ce logiciel, et puis que, donc après, par la suite des travaux, que la maquette revienne à notre responsabilité. Il fallait qu'on puisse, nous, après, avec des formations, qu'on puisse modifier la maquette pour la mettre à jour lors de la phase de maintenance. Donc, comment on a pu le mettre, nous, en place avec la loi MOP, c'est qu'on a négocié cette mission BIM lors des concours avec le maître d'œuvre, et en discutant, on l'a intégré dès la phase APD. On n'a pas voulu la faire plus tôt parce que il y a des projets, des plans, des coupes et tout ça qui sont faites, mais qui ne sont pas assez détaillés pour faire une maquette 3D. Et donc, à partir de l'APD, le maître d'œuvre a travaillé donc, sur les conventions BIM, avec les différentes annexes sur les niveaux de détail voulus, et donc rédigé de manière, on va dire, traditionnelle les dossiers de consultation, l'attribution des marchés et les DOE en fonction du BIM. Donc maintenant, on va parler donc, de la phase étude. En phase étude, on a différents acteurs qui vont être présents. Donc le maître d'œuvre, le BIM manager, les bureaux d'études et nous. Donc on voit par exemple que le maître d'œuvre va pouvoir concevoir et puis vérifier les notions architecturales des projets directement, avec un BIM manager qui est derrière, qui est lui formé et qui va pouvoir modéliser, faire les métrés et puis vérifier les interfaces des différentes entreprises sur le logiciel. En parallèle, donc, les bureaux d'études vont avoir eux une base directement pour faire les calculs, les vérifications qui sont à leur lot. Et donc nous, on aura plus une vision, une maquette pour la visualisation du projet. On travaille donc avec des élus avec un chef de projet qui ne sont pas forcément un langage technique, et ça nous permet, nous, de transmettre les idées, les problèmes grâce à cette représentation. Donc, pour le déroulement de cette étape, on demande toujours quand même les plans et les coupes PDF. Ça permet d'avoir un langage universel qu'on peut transférer aux différents services. Et donc la maquette sous format IFC, donc le format, on va dire, universel pour le BIM, et Revit, vu que dans mon cursus, j'ai beaucoup travaillé avec Revit, donc on a voulu avoir ce format-là pour pouvoir suivre l'opération. Donc la maquette à cette étape-là reste à la responsabilité du maître d'œuvre, c'est le seul garant du contenu et des plans qui va être fourni durant cette étape-là. Donc pour faire un petit retour d'expérience sur cette étape-là, au début, le temps de se mettre, on va dire, dans le processus, on a eu beaucoup de mal d'avoir une maquette qui soit tout le temps à jour par rapport au plan PDF. On a eu le maître d'œuvre qui travaillait surtout sur les plans 2D pour après modifier la maquette, alors que le but du BIM, c'est de concevoir la maquette avec les modifications et de pouvoir tirer les plans après à partir de cette maquette-là. Par contre, donc on a vu un gros plus à cette méthode, c'est pour la visualisation et transmettre les infos. On arrive à intégrer le bâtiment, à voir où sont les problèmes en 3D et non pas juste en supposant les altimétries, par exemple, de réseau, de portes ou des choses comme ça sur des plans 2D. Donc après la phase synthèse, on va refaire un peu plus le même déroulé de l'étude avec les différents acteurs. On peut voir que là, il y a deux acteurs qui interviennent en plus. Donc c'est les entreprises qui sont sélectionnées pour le chantier et les référents BIM. Nous, sur notre chantier, le référent BIM a été nommé chez le groupe Vinci et il est chargé donc, des réunions de synthèse. C'est lui qui va
faire tout ce qui est des détections de clash, donc les interférences entre différents lots, corriger certains points techniques pour transmettre les modifications au maître d'œuvre. Et il aura surtout un rôle pour diriger et donner les futures tâches à réaliser pour les entreprises. Donc pour avoir quand même un suivi régulier lors de cette phase-là, on a demandé à avoir une plateforme d'échange pour les documents donc, qui est disponible donc, en ligne gratuitement. C'est JDoc. Ça permet donc au maître d'œuvre, au début de la phase d'étude, de distribuer ses plans, qui va servir de base de travail par la suite aux différentes entreprises. Et les entreprises remettent leurs jours constamment à jour sur cette plateforme-là. Ça permet d'avoir donc sur un seul site tous les plans à jour pour avoir une meilleure coordination des entreprises par la suite. Tout ce qui est donc les comptes rendus de réunion de synthèse vont être faits à partir des extraits de la maquette. Ça va permettre d'avoir la détection donc, d'interférences, les problèmes de conception ciblés et localisés pour pas perdre les informations. Donc voilà par exemple les extraits qu'on peut avoir donc, de notre maquette. Comme on peut voir donc, en haut à droite, la modélisation va permettre tout ce qui est positionnement des réservations. Donc pour les voiles béton, nous dans notre projet, on a beaucoup de voiles en béton apparent. Donc on ne doit pas se louper sur les réservations et avoir quelque chose de propre. Donc on a pu déterminer toutes les réservations comme ça. Et pour la partie centre aquatique, il y a énormément de fluides, de canalisation à gérer. C'est pour ça que, on peut voir sur la partie à gauche, toutes les altimétries, tous les coudes, tous les raccordements de canalisation sont prévus avant le chantier pour éviter tout rajustement durant la phase travaux. On a à peu près les mêmes conflits donc avec les éléments de structure par exemple, avec à droite des erreurs d'altimétrie avec la charpente métallique qu'on ne peut pas forcément repérer comme ça en phase d'étude, et ça va permettre d'avoir le moins d'erreurs possible sur tout ce qui est éléments préfabriqués pour ne pas avoir ces erreurs-là à corriger dans les phases travaux. Ou alors comme à gauche, on a des conflits entre la structure métallique qui passe à travers des conduits d'aération, chose qu'on ne peut pas encore faire aujourd'hui, je pense qu'on aura un peu de mal. Donc ça permet vraiment d'éviter tout ça, tous ces problèmes-là à gérer en phase travaux. Donc pour le retour d'expérience en phase synthèse, nous en tant que maître d'ouvrage, on a été étonnés par la bonne communication des entreprises. Il y a beaucoup d'informations qui passent lors de ces réunions-là, et il y a eu très peu d'oubli pour l'instant. Et on est à plus de moitié de la réunion de synthèse, donc on est vraiment satisfait là-dessus. Par contre, on a eu du mal, toujours comme la phase d'étude, c'est à se mettre en route, où on avait des réunions maître d'œuvre, maître d'ouvrage en même temps que les cellules de synthèse. Donc il y a eu pas mal de loupés entre l'entreprise qui est chargée de la synthèse et le maître d'œuvre. Il y a eu des modifications de plans faites d'un côté et pas de l'autre, qui posaient problème à un moment donné. Par contre, la méthode BIM a été vraiment un plus, c'est pour avoir les plans directement à jour, donc que ça soit sur la maquette ou sur les plans, tirer les maquettes grâce à JDoc, le logiciel, la plateforme d'échange. Et on a vu un gain aussi important sur tout ce qui est prépositionnement des passages de réseau avec les réservations, les pentes, les sorties de bâtiments qui soient vraiment fixées et que ce ne soit pas des imprévus en phase chantier. Et on a eu aussi une grande surprise et on était content pour ça, c'est qu'on a deux entreprises qui se sont proposées volontaires pour faire du BIM sur ce chantier-là qui n'était pas prévu. Donc, qui a été une société d'électricité et de menuiserie-bois. Donc ces deux entreprises-là se sont rejoints aux entreprises de structure et
s'intégrer au BIM. Donc voilà un peu la présentation donc, de l'opération Palestra, qui a été donc notre premier chantier BIM. On a vu quand même que c'était très difficile pour nous, maîtres d'ouvrage, de définir le cadre du BIM. C'est une méthode qui est quand même très large. On peut vraiment pousser le BIM jusqu'à son maximum sans forcément avoir l'utilité. Donc le but est quand même d'avoir une maquette faite pour nos besoins et sans plus. Donc on a passé beaucoup de temps là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose à prévoir pour nous en tant que maître d'ouvrage. Et par contre, pendant toute la phase d'études et même de synthèse, on a eu un meilleur retour sur les élus, les chefs de projet qui arrivent à se rendre compte des problématiques assez facilement avec la 3D du projet. Ça permet pour quelqu'un qui n'a pas de langage scientifique de se repérer dans l'espace et de voir vraiment les problèmes. Et donc on va dire le point positif, donc c'est ce que je vous disais avec les entreprises qui veulent s'intégrer à ce BIM même s'ils n'étaient pas forcément prévus. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si en phase travaux on arrive à conserver tous ces avantages de la maquette BIM. Merci beaucoup. Oui, Luc Lanfort, économiste de la construction. Je voulais simplement vous demander quel était le mode d'évolution qui avait été choisi pour les marchés de travaux avec les entreprises. Est-ce que vous avez parlé du groupe Vinci? Est-ce qu'il est entreprise générale ou est-ce qu'il y avait simplement une mission au niveau du BIM et le reste était encore état civil? Alors il y a eu une volonté politique d'être en allotissement. Donc on a 23 lots sur le chantier. La mission BIM a été remise sur le groupe Vinci parce que c'est un gros groupe qui avait déjà les moyens en interne pour gérer cette mission-là. C'est pour ça que j'ai parlé de Vinci, c'est vraiment l'acteur principal pour le BIM sur ce chantier-là. En fait, finalement, vous avez servi du BIM pour faire de la synthèse, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment notre gros plus. Après, on veut à terme faire la maintenance des bâtiments donc avec cet outil BIM. Donc ce chantier-là va servir d'expérimentation pour voir sur le suivi de maintenance si on arrive vraiment à exploiter cette maquette. Une dernière question, quel est le niveau de détail que vous avez choisi pour faire de l'exploitation de Alors là, au niveau des LOD, qu'on appelle les Level of Development, on est donc sur un lot de 400, donc sur tout ce qui est structure, donc au niveau des voiles, des choses comme ça. En hyperstructure, on est sur les lots de 300 et 200 pour tout ce qui est fondation. Alors, je ne sais pas si ça dit forcément... Qu'en état technique, vous êtes à quel niveau? En état technique, vous êtes à quel niveau? Alors comme ça, là, je pourrais pas forcément vous préciser ça. Merci. Merci Clément. D'autres questions? Bonjour, Isabelle Saladé de la région Grand Est. La mission de BIM Manager, elle a été en interne ou en externe? Alors, le BIM Manager a été mis à l'intérieur de l'équipe du maître d'œuvre. C'est vraiment quelqu'un de leur bureau d'études qui est venu pour faire le BIM Manager. Le BIM Manager a surtout intervenu en phase d'études. Merci. D'autres questions? D'autres remarques? Ça vous semble assez complet? Non. Président, honneur aux invités déjà. Si vous me le permettez. Si vous pourriez préciser la différence de fonction entre le référent BIM et le BIM Manager. Alors là, nous, le référent BIM, donc, il est au sein du groupe Vinci, il va vraiment coordonner les entreprises en phase de synthèse. C'est lui qui va compiler toutes les maquettes BIM de chaque entreprise pour avoir une modélisation, donc, on va dire, au plus juste et voir les détections de clash. Il va aussi donc, pas mal communiquer avec le maître d'œuvre pour expliquer donc, les modifications qu'il faut faire et comment il peut les modifier pour qu'ensuite le maître d'œuvre avec le BIM Manager refasse une maquette actualisée.
Vous avez dit que le BIP avait été intégré à la phase APD, c'est-à-dire qui correspond à peu près au permis de construire. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça a été... et si c'était à refaire, est-ce que ce serait la même chose à la phase APD ou alors dès l'APS ou dès l'esquisse? Alors nous, ça a été vraiment une volonté. Sur les étapes avant, donc l'esquisse ou même l'APS, on ne voyait pas forcément l'utilité parce que c'est des phases pour représenter les volumes, pas forcément les détails, on va dire avec des plans, les choses comme ça, c'est vraiment les volumes. Donc on ne voulait pas avoir de l'énergie, on va dire, mise pour cette maquette-là et du coup un coût derrière qui ne voyait pas forcément l'utilité à nos yeux. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour, Michel Hubert de la Réal Grand Est. Je me permets d'abord de saluer cette démarche parce qu'on n'est pas encore si nombreux, je dirais, au niveau de cette grande région à se lancer. Bravo à vous et tous les acteurs qui se sont impliqués dans ce projet. Et j'aurais une question, je ne sais pas si vous nous donnez quelques éléments économiques sur le surcoût de cette démarche. Donc sur ce chantier-là, on est donc une enveloppe de travaux, enveloppe opération à 31 millions donc hors taxe, et c'est une somme de un peu moins de 100 000 € pour la mission guide.